Même si Turner et quelques autres peuvent en partie revendiquer ce rôle, le vrai chaînon manquant entre le romantisme et l'impressionnisme est ce qu'on a coutume d'appeler l'école de Barbizon. Ces œuvres étant systématiquement refusées par le jury du salon officiel, le peintre Théodore Rousseau s'était installé en 1836 dans ce petit village en lisière de la forêt de Fontainebleau. Pour des raisons pratiques d'abord, puisque ne vendant pas sa peinture, il n'avait pas les moyens de s'offrir un atelier parisien, pour des raisons philosophiques ensuite, puisqu'il souhaitait dans le même temps échapper à la pollution urbaine et peindre sur le motif. Théodore Rousseau fut assez vite rejoint par d'autres artistes aussi désargentés que lui pour la plupart. On a tort d'ailleurs de parler d'école de Barbizon, dans la mesure où ces peintres se sont rassemblés pour des raisons pécuniaires et parce qu'ils admiraient les grands paysagistes que sont Ruysdael, Bonington ou Constable. La théorie n'avait rien à y voir, et si je parle de chaînon manquant, c'est parce que les peintres de Barbizon avaient en commun une vision panthéistique de la nature, héritée du romantisme, et un désir de saisir l'instant fugitif qui sera l'un des fondements de l'impressionnisme. Rousseau avait entamé dès 1830 un tour de France des paysages qui le vit passer de l'Auvergne à la Normandie, avant la révélation que sera la forêt de Fontainebleau. S'il ne trouvait pas d'acheteurs, le peintre avait des admirateurs parmi les artistes eux-mêmes, et ce sont bien eux qui établiront la communauté de Barbizon. Jean-Baptiste Camille Corot, que Zola voyait comme le doyen des naturalistes, n'avait pas attendu Rousseau pour planter son chevalet en forêt de Fontainebleau, mais son influence et sa générosité furent déterminantes. Charles-François d'Aubigny, qui influencera Alfred Sisley et Claude Monet, changea assez radicalement sa manière de peindre en arrivant à Barbizon, avant que la rencontre de Courbet ne l'oriente vers une peinture plus réaliste. Nous l'avons vu, Jean-François Millet ne s'y installa qu'en 1849, mais c'est là qu'il peignit les toiles qui ont fait sa gloire, des Glaneuses ou l'Angélus, et c'est là qu'il mourut. Si Auguste Allongé, qui a laissé des fusains de toute beauté, y arriva encore plus tard, il fut l'un des grands animateurs du groupe de Marlotte, à la fois proche et rival de celui de Barbizon. Le nordiste Jules Breton n'y fit qu'un court séjour, mais il a laissé des Glaneuses qui témoignent de son admiration pour Millet. Moins empreinte de préoccupations sociales, sa peinture fait le bonheur des musées américains. Jules Coignet sut quitter l'atelier, plus proche de son tempérament sans doute, pour rejoindre la forêt de Fontainebleau, où il affirma une sensibilité romantique et passionnée. Narcisse Diaz de la Peña fut l'un des premiers à rallier Barbizon. Non content d'y peindre des paysages nimbés d'une lumière qui lui est particulière, il soutint financièrement Millet et Rousseau, grâce lui soit rendue. Entretenant avec Rousseau des relations tout à la fois orageuses et fraternelles, Jules Dupré fut peut-être le plus romantique des peintres de Barbizon. Il suffit pour s'en convaincre d'observer ces ciels tourmentés. Constant Troyon, qui voyagea en Bretagne et fréquenta avec Dupré l'école de Crozant, aimait tant les vaches qu'à la fin de sa vie, il les peignit, perchés dans les arbres. Je m'arrête là car ce sont près de 100 peintres qui sont passés à Barbizon. S'il se méfiait de l'emphase et du mélodrame cher à Millet, Baudelaire admirait sans réserve Théodore Rousseau, sans paraître se douter que chez lui c'est plutôt la matière elle-même qui peut parfois être emphatique. Dans sa relation du salon de 1846, il lui a consacré des mots inhabituellement chaleureux. Il est un homme qui, à mon sens, remplit les conditions du beau dans le paysage, un homme peu connu de la foule, que d'anciens échecs et de sourdes tracasseries ont éloigné du salon. La peinture de M. Rousseau respire une grande mélancolie, car il y mêle beaucoup de son âme. C'est un naturaliste entraîné sans cesse vers l'idéal.